BFM Crypto, le club. Comme chaque jour, notre club BFM Crypto. Pauline Armandet nous a rejoint en plateau. Bonjour Pauline. Bonjour Guillaume. Notre site, notre vertical, notre fil Twitter BFM Crypto et puis la newsletter. La newsletter. À 18h chaque lundi. C'est ça. C'est bientôt alors. N'hésitez pas à vous abonner, newsletter gratuite que vous concocte Pauline chaque lundi. John Carp également nous accompagne. Bonjour John. Bonjour Guillaume. Bienvenue, co-auteur de NFT Révolution, naissance du mouvement Crypto Art. Vous nous direz si après le Moyen-Âge des NFT, le merge d'Ethereum ouvre la voie à une renaissance. Est-ce le début de la renaissance pour ce marché des NFT? On s'en parle dans un instant. Juste après avoir discuté aussi avec Vincent Bois depuis les bureaux d'IG sur les cours des cryptos. Bonjour Vincent. Bonjour. On est ravi de vous retrouver. Les cours des cryptos à nouveau orientés à la baisse quelques jours après le merge d'Ethereum. Bon, du point de vue des cours des cryptos, quand on regarde l'électrocardiogramme des cours des cryptos, ce merge n'a pas produit de miracle. On est à nouveau en baisse en ce début de semaine, Vincent. En effet, que ce soit sur le Bitcoin ou l'Ether, on a vu une baisse qui s'est poursuivie toujours dans les mêmes niveaux. On est tout de même allé chercher sur le Bitcoin du moins une baisse vers les 18 800, qui était le niveau qu'on avait évoqué la semaine dernière, qui permet actuellement le rebond, poussé un peu par les actifs traditionnels. Mais on pourrait rester sur une hésitation, que ce soit sur le Bitcoin ou encore l'Ether, dans l'attente de Jérôme Powell, mercredi. Donc traditionnellement, on voit plutôt des marchés hésitants. Et puis par la suite, le jour du FOMC, donc de la Fed, il y a un rebond jusqu'au discours, donc jusqu'au soir. Et puis par la suite, cela va dépendre de la teneur du discours. Donc hésitation qui paraissait plutôt baissière jusqu'ici. On a une tentative tout de même de rebond avec des niveaux sur le Bitcoin 20 700 toujours. Si on a une poursuite du rebond, peut-être mercredi suite à la Fed, eh bien nous pourrions aller chercher le niveau suivant à 22 500. En revanche, ce niveau que l'on a testé sous les 20 000 à 18 800, la cassure pourrait nous amener très certainement vers le plus bas annuel, 17 500, et puis voir un nouveau plus bas annuel, mais pourrait accélérer cette tendance baissière. Attention donc, hésitation et un rebond à attendre mercredi, à voir si cela tient. Pour l'Ether, même type d'évolution finalement, on attend les rendez-vous de la semaine, on a eu pareil un rebond sur les 1280, ce premier support. Si on a une poursuite de la chute, il y a bien sûr les $1000 et le plus bas annuel, 850. Pour le moment, c'est une tentative de rebond. Sous-performance par rapport au Bitcoin actuellement, et donc on peut revenir vers les 1430, vers 1450 le temps de cette hésitation et voir pousser par la suite, pour les raisons que j'ai évoquées, au-delà, ce serait aller chercher les 1700. Mais attention toujours au risque qui est plutôt baissier sur le moyen terme. Merci Vincent, merci beaucoup. Vincent Bois avec nous depuis les bureaux d'IG, régulièrement à nos côtés. Vincent, et bien sûr on rappelle à ceux qui souhaitent investir en crypto que ces actifs restent extrêmement volatiles et qu'ils constituent une simple option de diversification avec l'argent qu'on est prêt à perdre. Et ça, on le répète à chaque fois dans ce rendez-vous. À quoi ressemblera l'avenir des cryptos ? À quoi ressemblera l'avenir de cet écosystème? Pauline, c'est vrai, quand on parle crypto, on parle des cours des cryptos, mais on peut aussi associer tout ça à la DeFi, la finance décentralisée, plus largement au métavers, et puis encore un peu plus loin, les jeux vidéo. Cet univers est extrêmement vaste et varié. À quoi ressemblera l'avenir de la crypto, de cet univers? Quelle sera d'ailleurs la prochaine vague crypto? On va en parler ensemble, d'autant que CoinMarketCap publie une étude sur le sujet. Ça tombe drôlement bien, dites donc. Oui, effectivement, on ne va pas rattacher l'écosystème crypto qu'à sa volatilité. Il y a aussi des vagues et des tendances qui émergent. Donc en fait, selon CoinMarketCap, voilà, il y a des secteurs qui montent en puissance, comme par exemple celui de la finance décentralisée, aussi appelée DeFi. Les recherches en fait sur le site de CoinMarketCap ont augmenté de 34% au mois d'août. Donc ça montre vraiment un intérêt des utilisateurs. En fait, pour rappel, la DeFi, c'est un univers où on peut réaliser des opérations de finance traditionnelles, comme des prêts ou des emprunts, un peu à n'importe quelle heure de la journée ou de la soirée, et cela aussi sans aucune discrimination. En fait, il y a eu aussi un pic des consultations sur le site de CoinMarketCap mi-mai lors des grosses secousses sur le marché des crypto-monnaies. On l'avait vu, en fait, il y avait eu l'effondrement de la blockchain Terra, de son stablecoin l'UST, y compris de la crypto-monnaie Luna. Donc c'est vraiment aussi à ce moment-là qu'il y a eu un intérêt pour les sujets de DeFi. Et ce qu'on voit aussi, c'est que pourquoi il y a aussi un intérêt dans ce secteur, c'est qu'il y a de nouveaux projets qui montent en puissance. Selon CoinMarketCap toujours, il y a 16 nouveaux projets dans le Play to Earn, 14 dans le gaming, 11 dans le métaverse, ce qui fait dire notamment à CoinMarketCap qu'il y a un secteur qui est vraiment en train de monter en puissance, c'est celui du GameFi, qui s'articule en fait autour de la finance
et des jeux vidéo. Concrètement, ça permet aux utilisateurs de gagner de l'argent, enfin, notamment des crypto-monnaies, soit sous la forme de tokens ou alors de NFT, tout en jouant. Donc c'est vraiment un secteur qui commence à monter en puissance depuis ces derniers mois. Au-delà des jeux vidéo dont vous parliez à l'instant, des applications sociales dites décentralisées commencent aussi à voir le jour. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Alors là, c'est effectivement comme principe de reprendre un peu le schéma des réseaux sociaux traditionnels, mais en gardant cette touche de décentralisation, comme le veut le principe même voilà, de cet écosystème relatif aux crypto-monnaies. Il y a une application qui a été lancée par la société AAV qui s'appelle Lens. Ça a été lancé fin mai et elle veut être une sorte de réseaux sociaux du type anti-Twitter. L'idée, c'est vraiment de reprendre la main, le contrôle de nos données personnelles, des contenus qu'on veut partager. Par exemple, ils expliquent dans leur lettre ouverte, voilà, nous pouvons avoir le pouvoir de posséder et de monétiser notre contenu et notre communauté sans intermédiaire ni collecte de données centralisées. Ils font notamment référence aux données centralisées qui peuvent être récoltées notamment par les géants du numérique. Et concrètement, en fait, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne comme un réseau social. On va créer un profil, partager du contenu, sauf qu'à la petite différence des autres réseaux sociaux, cette application va utiliser la technologie des NFT pour permettre justement de garder justement la propriété de nos contenus. Certains contenus peuvent même être monétisés. Des personnes qui veulent partager des messages sous forme de NFT pourront aussi demander une certaine somme, rémunération en crypto-monnaie. Donc ça montre voilà, l'effervescence aussi autour de ces NFT. John, vous êtes très présent sur ces réseaux sociaux décentralisés, ces réseaux sociaux de demain qui vont ringardiser les réseaux sociaux du Web 2 ? Alors, ringardiser, c'est encore un peu tôt, mais il y a une vraie volonté de fond, en effet, de créer ce nouveau modèle économique du Web 3 qui se crée un peu en opposition avec le Web 2.0. Enfin, je ne vais pas refaire l'histoire, vous l'avez expliqué à plusieurs reprises sur ce plateau, mais en gros, pour faire simple, les principaux réseaux sociaux, et notamment le principal Meta aujourd'hui, a un modèle essentiellement basé sur de la publicité et sur l'exploitation des données des utilisateurs. Et donc, c'est un réseau sur lequel vous contribuez tous les jours, on nourrit ce réseau du contenu qu'on crée pour eux, on nourrit ce réseau des données, de nos données personnelles, et finalement le contenu permet de générer finalement de la lecture et du trafic, et les données permettent de générer de la monétisation. Et donc le principe de ces nouveaux réseaux qui sont en train d'émerger, c'est en effet de permettre de toujours créer son propre contenu, de éventuellement partager ses données, mais d'avoir la maîtrise sur ces aspects-là et de pouvoir choisir ou pas de les partager, et si on choisit de les partager, à quelles conditions, et donc éventuellement de les monétiser auprès de sa communauté. Et donc, je ne dis pas que c'est des modèles qui vont aboutir, c'est une grande expérimentation qui a lieu, qui veut, c'est vrai, se mettre un peu en opposition avec le modèle publicitaire traditionnel en tout cas, et qui se veut à terme plus vertueux, parce que finalement, plus je contribue dans un réseau en créant des posts dessus, plus je contribue à son succès, plus je vais pouvoir toucher finalement les fruits de ce succès de par mon implication. Donc je pense, en tout cas, c'est des modèles qui sont intéressants, oui. Oui, on va continuer d'en parler. On parlera aussi de l'univers des NFT. Est-ce que le merge il y a quelques jours d'Ethereum a changé pour les NFT? Vous nous direz ça dans un instant. C'est ça, exactement. Promis, et sans langue de bois, John. Ah non, sans langue de bois. On va revenir juste un instant auparavant à l'étude de CoinMarketCap dont vous nous parlez, Pauline, parce qu'elle est très intéressante, cette étude, à quoi ressemblera la prochaine vague crypto. On peut aussi regarder d'ailleurs les cours des cryptos et surtout l'adoption des différents cryptoactifs ou crypto-monnaies pour ceux qui sont convaincus que ce sont des monnaies. Que nous révèle cette dernière étude de CoinMarketCap quant à l'adoption des cryptos? Sur l'adoption des cryptos et notamment sur les cryptos qui intéressent le plus les utilisateurs, CoinMarketCap a réalisé un classement des crypto-monnaies les plus consultées sur le site. Et au mois d'août, ce qu'on voit, c'est que Solana obtient la première place en termes de crypto-monnaies consultées, alors qu'elle était à la 5e place en juillet. Ensuite, il y a le Bitcoin et l'Ether. Bon, pour Bitcoin et Ether, on comprend parce que voilà, il y avait notamment The Merge en septembre, donc les utilisateurs se sont renseignés. Pour le Bitcoin, ça reste la reine des cryptos
crypto-monnaie, donc ça, pas de souci. En revanche, pour Solana, c'est quand même une surprise. Pourquoi autant de consultations sur le site? En fait, selon CoinMarketCap, il y a deux explications. La première, c'est que début août, il y a eu un piratage en fait sur la blockchain avec plus de 8000 wallets qui ont été volés, avec une forte somme qui a été détournée, plus de 6 millions de dollars en crypto-monnaie. Donc forcément, ça a attisé l'intérêt des utilisateurs et notamment des premiers concernés. Et en parallèle, Solana a quand même publié, alors ça peut paraître paradoxal parce qu'on parle de piratage, y compris de failles aussi sur cette blockchain. Bon, elle a quand même publié son Validator Health Report sur lequel elle explique notamment sa résilience et tout ce qu'elle fait en termes de décentralisation sur le réseau. Et visiblement, elle réalise quand même de bonnes performances par rapport aux autres blockchains et autres réseaux. Elle compte 3400 validateurs sur 6 continents, plus de 1900 nœuds de consensus, et son coefficient de Nakamoto, c'est en fait un indice qui permet de mesurer la décentralisation du réseau par rapport à des nœuds et à des validateurs, obtient un bon score, ce qui permet de dire notamment à Solana que c'est un réseau qui est fortement décentralisé et qui monte en puissance. Je crois que vous voulez... Comment s'appelle cette crypto, Pauline? Solana. C'est Solana, oui, pardon, on était encore sur Solana. C'est ça, oui, non, sur Solana, justement, ouais. Alors, en fait, côté NFT, on a vécu, en fait, un Solana Summer, en fait, hein. Ça veut dire que les volumes sur Solana ont atteint, en fait, des records historiques. Ils ont représenté pratiquement, à un moment donné, l'équivalent de 20% des volumes sur Ethereum, ce qui est énorme, et c'est devenu clairement la deuxième blockchain en fait pour traiter des NFT. Alors on a vécu un peu ce paradoxe, hein, parce que d'un côté, il y a des vraies questions sur la décentralisation. Enfin, concrètement, avant cet été, la blockchain était souvent down, comme on dit. Down, c'est comme quand vous êtes au bureau et qu'il n'y a plus le réseau interne qui marche, en fait, ou comme si Internet était tombé, vous n'avez plus accès aux données. Et ça, normalement, c'est antinomique même avec le concept de la décentralisation. Parce que si un réseau ne marche plus, c'est-à-dire vous connectez au site et vous ne pouvez pas lire les données, ça veut clairement dire qu'il y a un ordinateur quelque part qui est tombé et que du coup, ça a rendu le réseau inaccessible et qu'il y a quelqu'un qui est en train de le redémarrer. Donc ça a attisé forcément beaucoup de critiques et de moqueries un peu sur ce réseau. qui est un petit peu, mais qui est malgré tout un petit peu jeune. Mais en parallèle, il y a beaucoup de collections Solana, on reviendra là-dessus, qui ont explosé en fait pendant cet été. Oui, on va rentrer dans le détail. Et puis il y a une autre crypto très consultée. Comment elle s'appelle, Pauline? Le Rich Quack? Oui, ça le Rich Quack, alors c'est une crypto-monnaie même, un peu comme le Dogecoin est beaucoup plus connu. Là, le Rich Quack, c'est une crypto-monnaie qui a été ajoutée à la liste de surveillance de CoinMarketCap. En top 1 de cette liste de surveillance, il y a 230 000 utilisateurs qui l'ont notamment mentionné sur CoinMarketCap, donc elle a détrôné le Bitcoin. C'est un jeton qui est suivi par une forte communauté, à la fois sur Twitter, elle a 270 000 followers, 50 000 membres sur Telegram, 19 000 sur Discord. Bon, on ne sait pas quels sont les membres réels ou autres, enfin voilà. Toujours est-il que c'est une crypto-monnaie qui se dit hyper déflationniste, qui est pour la communauté, qui permet aussi de gagner de l'argent. On connaît d'ailleurs pas qui se cachent en fait derrière la création de cette monnaie. C'est des personnes qui veulent rester anonymes. Donc faut quand même rester prudent par rapport à cette crypto-monnaie, mais elle monterait en puissance. Et CoinMarket en a parlé, elle était dans sa liste de surveillance, donc c'est aussi pour ça qu'on... Et vous nous disiez, cette crypto a été plus consultée que le Bitcoin, au mois d'août. Oui, que le Bitcoin au mois d'août. Elle a pris la première place. Je pense qu'il faut faire attention. Peut-être revoir le prochain rapport de CoinMarketCap pour voir si c'est toujours le cas. Parce qu'il y a quand même... moi, j'en sais rien. Peut-être c'est très légitime, mais il y a quand même beaucoup de manipulations dans cet univers. On ne sait pas si, justement, il n'y a pas eu un appel général pour dire on consulte tous en même temps à un moment T pour piquer le trafic ou différentes choses. Mais il y a peut-être des choses à faire, mais en tout cas, si vous voulez investir, renseignez-vous, comme on dit, et regardez avec précision ce que signifie et quel est l'intérêt de cette crypto. La semaine dernière, c'était le grand événement, on l'a suivi en direct, on a proposé à tous ceux qui nous suivent régulièrement une édition spéciale, avec vous aussi d'ailleurs, Pauline. L'Ethereum est passé au Proof of Stake, ça y est, le merge a eu lieu, on est passé de l'autre côté du merge. Est-ce que ce merge constitue pour l'univers des NFT, John, que vous suivez très près, l'occasion d'une renaissance? Est-ce que vous voyez déjà un impact du merge sur les NFT? Alors, un impact, en fait, c'est exactement comme dans les cryptos, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire qu'en fait,
ce qui est presque surprenant, un peu d'ailleurs comme sur les cryptos, c'est que techniquement parlant, ça s'est tellement bien passé qu'au final, il ne s'est rien passé. Donc moi, en tant qu'acheteur, vendeur de NFT, finalement, quand je me rends sur mes principales plateformes, qui sont OpenSea ou d'autres plateformes d'achat et de vente de NFT, enfin, rien n'a bougé. En fait, avant le merge ou après le merge, en tant qu'utilisateur, c'est exactement la même chose. Ce qui est en fait extrêmement positif, parce que il y avait quand même beaucoup de craintes avant ça. Tous les grands propriétaires de Bored Apes et CryptoPunks, qui sont des NFT qui valent au moins $100 000, avaient peur quand même. Ils disent, si demain je me reconnecte et je retrouve pas mes œufs dans mon panier, ça va être compliqué. Et donc finalement là, il s'est rien passé, et à la fois, et c'est ça que j'aime beaucoup moi dans cette communauté, on arrive toujours à se créer en fait des nouvelles histoires. Et donc là, les nouvelles histoires, c'était un petit peu justement le fait que ce merge soit un moment un peu historique, parce que c'est un moment, enfin, on va dire pour la communauté NFT, qui a un côté culturel, qui passe du temps sur les réseaux sociaux à discuter, c'est un moment historique. C'est un moment qu'on attendait, Ethereum 2.0, on va dire comme on l'appelait, qu'on attend depuis plusieurs années. Vitalik dit depuis 8 ans qu'il travaille dessus. Et c'était un peu une sorte de chimère aussi. On ne savait jamais si ça allait se produire ou pas. Donc on a marqué ce moment, qui est quand même, quoi qu'il arrive, qu'on le veuille ou non, quoi qu'il arrive, ça va dans le bon sens. Ça va pas tout changer, mais ça va dans le bon sens. Et du coup, donc ce moment clé, il y a forcément plein de petits malins qui se sont dit comment je vais profiter de cette situation. Et donc la plus parlante, c'est notamment ce NFT qui a été minté, qui représente en fait, qui est tout simplement la première transaction sur le proof of stake. Donc vous savez, c'est-à-dire qu'il y a une liste de transactions, et donc il y a eu une sorte de guerre pour être capable de faire passer la première transaction, qui est en fait une image avec un panda et différentes informations qui immortalisent, en fait c'est une image qui immortalise le passage au proof of stake avec toutes les informations de la blockchain du merge. Et en fait la personne qui a minté ce NFT a quand même dépensé plus de 68 Ethers en frais de gaz, parce que vous savez, plus vous payez de frais de gaz, plus votre transaction va passer en priorité. Et donc c'est une sorte de guerre de gaz qui a eu lieu. C'est pas le gaz énergétique. Non, pardon, oui, exactement. C'est quoi le gaz rapidement? En fait, c'est simplement les frais qu'on paye pour l'équivalent de frais de notaire, des frais d'enregistrement de la transaction dans la blockchain. Et donc c'est de l'argent qui repart justement vers les validateurs ou anciennement justement avant vers les mineurs et qui permettent d'enregistrer sa transaction. Et donc plus vous payez cher, plus votre transaction va aller vite. Et donc là, il y a une sorte de mini-enchère en fait sur le gaz qui a fait que la première est passée à 68 Ethers pour avoir, donc ça, les gens, c'est une sorte d'anticipation, de spéculation sur dans 10 ans, dans 20 ans, les gens vont se dire j'ai le premier NFT de cette époque-là. Et donc il y a eu pas mal de jeux là-dessus. Il y a eu un autre d'ailleurs qui s'amusait à faire la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de petite guerre pour être le dernier NFT minté sur le Proof of Work. Et donc là en ce moment il est aux enchères, il est en vente, pour l'instant l'enchère en cours est à 20 Ethers, c'est quand même pas mal d'argent. Et donc il y a du folklore en fait, c'est assez rigolo, il y a un petit peu de folklore. Mais il y a aussi des projets sérieux nés depuis ou autour du merge. Alors en fait oui, il y a pas mal de projets sérieux. Alors déjà il y a un projet, je sais pas si c'est sérieux, mais il y a un aspect commémoratif. C'est en fait la société Consensus. En fait, donc on a déjà parlé, c'est vraiment un des plus gros experts de développement sur Ethereum, qui font notamment le principal wallet qui s'appelle MetaMask. Et donc ils ont fait en fait un NFT commémoratif qu'on pouvait aller minter, récupérer gratuitement à ce moment-là pour dire un peu j'y étais. C'est un petit peu ce côté-là. C'est comme quand vous allez à un concert, vous montrez votre billet. Et donc il a été minté 50 000 fois. Parce que c'est vrai qu'il y avait à peu près 40 000 personnes en direct d'ailleurs sur le live de Vitalik et de ses amis quand ils ont parlé de ce moment. Et donc voilà, 50 000 personnes qui ont récupéré ce NFT en disant j'étais à ce moment-là. Après il y a d'autres projets en effet, alors plus ou moins sérieux, mais en ce moment si vous regardez justement sur OpenSea, qui est la principale plateforme d'achat et de vente de NFT, la plus grosse vente du moment, c'est une collection NFT qui s'appelle les Posers. Donc Posers, ça s'écrit POS, POS comme Proof of Stake. Et donc, en fait,
c'est une collection, vous savez ces fameuses collections, on parle des CryptoPunk ou des Bored Ape en référence, ces fameuses collections de 10 000 personnages, donc là c'est 10 000 personnages en pixels, qui en fait se présentent tout simplement comme la première collection née sur le Proof of Stake et de surcroît qui est on-chain. Alors là, c'est des petits détails techniques sur lesquels on pourra revenir un jour. C'est-à-dire que l'intégralité des données, dont les images, sont stockées en fait sur la blockchain Proof of Stake. Et donc ça représente quand même les plus gros volumes là depuis le merge. Ça fait déjà plus de 500, peut-être même maintenant 600 Ethers de volume de transactions sur cette collection-là. Donc ça, c'est un projet. Alors, est-ce qu'il est sérieux ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il est tendance. Après, il y avait beaucoup d'autres projets qui, depuis un mois, des projets sérieux, attendaient en fait tout simplement le merge pour se lancer. Oui. En fait, parce que voilà, il y avait quand même une grosse incertitude. Il faut comprendre que à chaque fois qu'on parlait avec des entrepreneurs avant, ils disaient on le fait après le merge. Donc c'était un petit peu parce qu'on ne savait pas trop si on allait retrouver les deux bouts à l'issue du tunnel. Et donc, notamment, il y a une collection qui s'appelle les Blooms, qui est en fait une collection de, on va dire, dans l'univers un peu fashion. Donc c'est une collection de personnages qui était assez attendus en fait et qui se veulent un petit peu dans l'univers de la mode et qui vont bientôt devenir une sorte de marque. On a un peu en référence d'autres collections, j'avais déjà parlé une fois d'Artefact qui s'était fait racheter par Nike. Vous savez, c'est des sortes de personnages humanoïdes et les posséder permet de réclamer des fois des baskets ou différents types de vêtements. Et donc là c'est une marque en fait qui est, je recherche le nom de la personne qui est derrière parce qu'il est assez connu en fait, c'est Seldon Evans, voilà exactement. Donc qui est quand même on va dire un YouTuber, influenceur qui est extrêmement suivi et donc il a une communauté importante et donc ils attendaient ce moment pour lancer du coup cette collection qui fait du coup partie des premières collections. Et justement, il nous reste à peine une minute malheureusement, oui. John, mais pour cet univers NFT, le merge, justement, c'est une opportunité majeure qui pourrait ringardiser les autres blockchains. On parlait de Solana il y a un instant. Enfin, comment est-ce que vous voyez les NFT se distribuer entre les blockchains qui s'offrent à eux? En fait, je pense que les blockchains qui avaient profité des faiblesses d'Ethereum vont continuer à en profiter. Déjà parce que Ethereum reste cher, les coûts de transaction n'ont pas bougé, Ethereum reste lent. Et donc les blockchains comme Solana justement ont pu émerger. Il y a d'autres blockchains qui sont très fortes comme Tezos, notamment sur le côté un peu artistique. Il y a des artistes de référence sur de l'art génératif. Enfin, c'est un petit peu le monde indépendant des NFT et artistiques qui se retrouve sur Tezos. Et donc sur Solana, il y a de beaux jours, comme je vous ai dit, les volumes qui ont été atteints. Sur Tezos, ça va continuer de la même manière. Et puis sur tous ce qu'on appelle les second layers, ça veut dire qu'ils reposent sur Ethereum comme Polygon par exemple, ça offre les avantages d'Ethereum, mais avec des frais de transaction extrêmement faibles. Donc il n'y a pas de raison que ça continue pas. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. John Karp, NFT Morning. Exactement. J'ai oublié de citer NFT Morning, c'est tous les matins? Tous les matins, en direct sur Twitter Space et autrement en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Voilà, et co-auteur de NFT Révolution, naissance du mouvement Crypto Art. Merci John. Merci beaucoup. Pauline, votre newsletter à 18 h tout à l'heure. Oui. Pas raté, n'hésitez pas à vous abonner, newsletter gratuite et notre fil BFM Crypto que vous nourrissez du matin au soir. Merci beaucoup Pauline d'être passée nous voir en plateau. Puis dans un instant, on va se reconnecter à la séance du jour en direct. Séance